C'est-à-dire que l'ufologie représente le mystère absolu. C'est l'expérience de l'homme face à l'inconnu, finalement. Qu'on dise que c'est un ovni, que c'est des extraterrestres ou des anges, c'est un petit peu donner une réponse provisoire, hâtive. Ce n'est qu'un mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Sérendipité, c'est le fait de découvrir des choses qu'on ne s'attendait pas à découvrir, comme en ufologie. Au départ, les gens, durant la première génération de l'histoire de l'ufologie, de 1946 au début des années 60, dès le départ, ils ont adopté l'hypothèse que c'était extraterrestre. Et puis cela a jeté un grand trouble durant des décennies, jusqu'au milieu des années 70, pour pouvoir mettre un petit peu de côté cette hypothèse, pour voir que le phénomène disait autre chose, qu'il ne fallait pas l'aborder avec ce qu'on pensait au départ. Moi, ce qui me frappe, c'est à quel point, si on se met au 19e siècle, au 18e siècle, on ne parlerait pas du tout de ce que les gens voient dans le ciel de la même façon que nous. Le problème de démarcation, c'est un terme philosophique, ça veut dire comment distinguer ce qui relève de la pseudo-science de la science. Et entre vous et moi, vous savez à quel point l'ufologie est toujours reléguée dans le domaine de la pseudo-science. C'est pour ça que, en grande partie, c'est des sujets prohibés dans les médias sérieux ou à l'université, alors que nous, ce soir, en étant à l'université, en faisant régulièrement des événements comme cela, nous voulons faire progresser la reconnaissance de ce qu'il y a de bon dans ces recherches. Et par la suite, le niveau de la spéculation, quant à moi, doit s'appuyer sur les meilleures recherches qui sont elles-mêmes basées sur les meilleures investigations. Évidemment, on peut spéculer sur la vie dans l'univers, de la vie extraterrestre même dans l'univers, j'y reviens, mais quant à moi, ça, la réflexion sur la vie extraterrestre dans l'univers ne relève pas de l'ufologie. C'est surprenant comme proposition, mais j'y insiste puis je vais tenter de vous le démontrer. Les initiés, c'est très populaire dans l'ufologie américaine, c'est les gens qui ont un contact au gouvernement ou au gouvernement secret, puis eux, ils savent qu'il y a un programme secret, puis là, ils vont tout vous révéler, genre. Bon, c'est très différent de ce que nous, on fait ici. Et quant à moi, ça rentre dans l'ufologie populaire. Le moment où on devient un chercheur qui se veut scientifique, c'est le moment où, lorsqu'on prend la responsabilité de prendre de l'information pour la diffuser à un plus large public, avec tout le poids que ça représente. On ne peut pas s'exprimer n'importe comment, on a tout le poids de la postérité qui nous jugera en fonction de nos travaux. On touche à autre chose. C'est là le mystère de l'ufologie, c'est qu'on est confronté à l'inconnu. On n'a pas toutes les réponses, il y a beaucoup trop de choses en ufologie. Même si on comprend une partie, on ne comprend pas tout le reste. Alors on est simplement des humains qui pensent. À côté de cela, il y a dans les genres de ovni ou pan, vous voyez, j'ai laissé l'incertitude, à savoir est-ce que c'est véritablement juste un phénomène naturel ou c'est un phénomène naturel qui interagit avec la conscience. La question est pertinente et irrésolue. Ensuite, toutes sortes d'ovnis bizarres. Ce qui est important, dans les cas que je vous présente, ce sont tous des cas qui ont été vus par plusieurs témoins simultanément. C'était de gros engins, on ne sait pas exactement ce que c'est, et ils ont été vus de proche. Il n'y avait pas d'erreur possible. Alors, il y a véritablement un phénomène ici. Que penser de ces êtres-là qui apparaissent dans la chambre, dans un cas un reptilien, dans l'autre un genre de Anubis, et puis, une fois qu'il est apparu dans la chambre, s'approche du témoin, le blesse avec ses ondes, et ça, ce sont deux témoins différents. Dans les deux cas, les témoins ont été blessés pendant 2 ans alors, à cet endroit-là. Est-ce que c'est un genre de stigmate? Est-ce que c'est autoprovoqué? Je ne le sais pas, mais c'est intriguant. D'autant plus qu'à l'endroit où que cet être, entre guillemets, est apparu dans la chambre, il est apparu à côté d'un téléviseur et d'un caméscope qui n'ont plus fonctionné par la suite. Est-ce que c'est provoqué par le témoin, comme je disais tout à l'heure, une intrication psychique, soit entièrement provoquée par le témoin, soit en fonction du lieu où il se trouve, qui provoque une manifestation qui a des conséquences matérielles? Je ne sais pas. Or, il s'avère que ces types d'enlèvements sont rarissimes, peut-être même inexistants. La plupart du temps, ce sont des enlèvements psychiques. Et il y en a de plusieurs sortes. Il y a des expériences vécues à l'état hypnagogique au moment de se coucher ou à l'état hypnopompique, juste avant de se réveiller. Ce sont des paralysies du sommeil ou des présences dans la chambre. C'est quand même assez commun. Il y a tous les scénarios de rêve dont on vient de faire la revue. Il y a les états modifiés de conscience, comme les sorties hors corps, où les gens peuvent rencontrer des êtres.
la consommation d'antéogènes dans les expériences chamaniques ou les expériences de mort imminente, où les gens peuvent rencontrer la Vierge Marie, des extraterrestres et leurs grands-parents tout à la fois. L'extraterrestre, en gros, c'est une projection anthropomorphique la plupart du temps et qui se doit être le moins possible anthropomorphique de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils peuvent être. Tout cela doit mener vers une même direction. Les sceptiques et les partisans des deux autres hypothèses doivent dialoguer ensemble et cheminer peu à peu vers une meilleure compréhension et des animaux, et du monde, et de la vie de l'univers, et de ces nouvelles intelligences artificielles, et de nous-mêmes, des humains. Je vous donne des exemples. À quel point, pour moi, la spéculation de la vie dans l'univers est intéressante. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis même qu'il faut poursuivre la recherche et que cette recherche, de toute façon, existe déjà. Et pas simplement par des chercheurs amateurs dans ce cas-ci, par des chercheurs de haut calibre, comme par exemple par l'Académie internationale d'astronautique, qui en 1989 a adopté la Déclaration des principes concernant les activités à suivre suite à une détection d'intelligence extraterrestre. Il y a des chercheurs, des physiciens qui s'occupent de cela parce que la possibilité est très réelle. Il y a des extraterrestres dans l'univers, mais semble-t-il qu'ils ne viennent pas ici, ou du moins que la majorité des ovnis auxquels nous avons affaire ne sont pas des vaisseaux technologiques avec des êtres biologiques à l'intérieur, détenteurs d'une civilisation qui leur a permis une évolution pouvant venir jusqu'ici. C'est possible, ça s'est peut-être passé dans le passé, ça se passe peut-être à l'heure actuelle. Cependant, la majorité des observations ne relèvent pas de ce phénomène. Même si on ne les connaît pas encore, même si nous les connaîtrons dans 1000 ans ou dans 10 000 ans, ce jour viendra et il faut se préparer dès maintenant pour cela. Mon intervention de ce soir, puis l'ensemble de ce que je fais en ufologie, vise à sensibiliser de part et d'autre ces gens-là qui ne se parlent pas. D'un côté, les chercheurs en ufologie qui auraient tout avantage à s'intéresser aux recherches qui ont été faites en sciences humaines et sociales et dans d'autres disciplines scientifiques pour l'appliquer à l'ufologie. Je vais vous donner des exemples concrets pour être plus clair.